Bienvenue Jean-Michel Vernochet, je suis ravie de vous accueillir sur Tribune Libre. Vous êtes essayiste et journaliste, intellectuel. Vous avez baroudé dans votre vie, dans le monde entier. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous pensez de la récente motion de censure ? Écoutez, moi personnellement, à titre strictement personnel, je dirais que c'est plutôt jouissif. De toute façon, ça n'avait ni queue ni tête, il n'y avait pas de majorité, et la politique qui a été faite par M. Barnier était celle qui était prévue avant, pendant, etc. Madame Le Pen a peut-être enfin compris, après ses déboires judiciaires, même si ce n'était qu'une réquisition du parquet, pour l'interdire de concourir à la présidentielle, qu'il n'y avait pas de concessions à faire, ou alors que les concessions étaient des concessions à perpétuité. Je ne suis pas sûr que Mme Le Pen ait là une grande sagesse politique, mais elle a peut-être compris qu'il fallait peut-être marquer le coup. Et puis, à l'exemple de M. Trump, qui a ouvert une porte, montrer que c'est pas, encore une fois, la politique des compromissions, des demi-mesures, des arrangements de coulisses, de la politicarde, politicienne et politicienne qui devait l'emporter. Il faut, à un moment donné, il faut savoir appeler un chat et se démarquer des gens que l'on combat, puisqu'on est censé les combattre, et affirmer des positions qui soient arrêtées. Est-ce que François Bayrou va saisir sa chance ? Alors, il y a Bayrou, le gros Bayrou. Il y a 25 ans, j'avais un jardinier qui nous parlait du gros Bayrou. Il disait, quand il parlait de lui, il disait le gros, l'éternel L'Anquetil. L'Anquetil était un coureur cycliste qui arrivait toujours second. Et le gros Bayrou qui est toujours au bord, en passe de... qui a été, il faut le noter, relaxé pour une affaire d'attaché parlementaire qui était très similaire à celle de Madame Le Pen. Lui, il a été relaxé, pas Madame Le Pen, puisque le procureur s'est fendu quand même d'une phrase emblématique, magistrale, en disant je n'ai rien pour condamner, pour aller à condamnation, mais ça me ferait mal. Voilà, je ne peux pas le faire, mais pour des raisons d'estomac et de révulsion. Donc, M. Bayrou, non, le moins pire de tous, mais enfin, bon, c'est quand même un homme de l'entre-deux. Il y a un côté quand même batracien chez lui, il est amphibien. Vous voyez mes ailes, je suis oiseau, vous voyez ma queue, je suis souris. C'est M. Retailleau, c'est peut-être, là, il serait peut-être un peu désinhibé s'il était Premier ministre, mais il faut bien penser que la position, le statut, le rôle, la fonction de Premier ministre, c'est courir un 100 mètres avec des gueuses de fonte attachées aux pieds. Est-ce que M. Macron finira son mandat ? Je l'espère très sincèrement. Je forme tous les vœux possibles et imaginables pour que non, et pour qu'il dégage même le plus vite possible. Cet homme est une nuisance absolue, mais c'est un personnage curieux. C'est un personnage, autrefois, quand on a bâti les grands ponts aux États-Unis, les grands ponts aériens sur aussi bien la Corne d'Or qu'à New York, il y avait en haut des câbles qui étaient à 100 mètres, 200 mètres en altitude, et il y avait des hommes sans assurance, c'est-à-dire sans câble pour les retenir. C'était des Amérindiens. Des Indiens. Monsieur Macron fait partie de la même espèce qu'eux. Il n'a pas le vertige. C'est-à-dire que il peut subir les pires avanies, ça le laisse totalement insensible. C'est la caractéristique psychiatrique des grands pervers. Les grands pervers sont à l'abri de tout, ils sont immuables. Voilà, donc M. Macron est quand même un phénomène de ce point de vue. Il a été très bien choisi par ses commanditaires. Et puis M. Macron a quand même, contrairement aux Amérindiens qui étaient en haut de leurs câbles aériens, il a une assurance, il se dit qu'il sera recasé à l'Europe, il sait qu'il ne sera pas abandonné par ses parrains. M. Macron est un homme de Rothschild, comme l'était M.
Pompidou, dont tout le monde vante aujourd'hui les mérites, mais qui avait été quand même mis à la porte, congédié par le général de Gaulle, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais il avait fini par percevoir qui était M. Pompidou. Rappelons les fameuses lois, je m'arrête ici, les lois Pompidou-Rothschild, qui obligeaient la France à emprunter sur les marchés internationaux. Donc la dette, c'est l'équivalent du servage consenti, alors que par exemple les Japonais ont un endettement de 170-180% de leur PIB, mais sur le marché intérieur, donc ils sont dépendants de personne. Vous redoutez l'article 16 ? Non, je ne redoute pas l'article 16. Ce serait une plaisanterie. Nous ne sommes pas ni pendant ni après la guerre d'Algérie. Mais ceci dit, avec M. Macron, il faudra se surprendre éventuellement de rien. Je n'y crois pas personnellement. J'espère plutôt qu'il aura non pas le bon goût ni l'intelligence, mais qu'il aura la subtilité de démissionner en disant que constitutionnellement, rien ne l'empêche de se représenter incessamment sous peu pour un prochain mandat. Non, l'article 16 est fait pour juguler, mais là, les circonstances ne le justifient pas. Enfin, en tout cas, je ne le crois pas personnellement. Ça serait un marteau pilon pour écraser une mouche. Laissons le bordel se développer, proliférer, prospérer, et à l'arrivée, on pourra toujours ramasser les miettes. Aujourd'hui, il y a grève d'une partie des fonctionnaires. Vous pensez au retour des gilets jaunes possible ? Non, hélas non, hélas 3 fois et non. Hélas 3 fois non. Je rappelle qu'on va célébrer la réouverture de la cathédrale Notre-Dame, et que le jour où la cathédrale Notre-Dame a flambé, c'était le jour même où M. Macron devait prononcer un discours important, fondamental, sacral presque, sur les gilets jaunes. Les gilets jaunes, on les a mutilés, on leur a arraché les mains, énucléés. J'ai rencontré une jeune femme qui avait perdu un œil. Ça ne choquait personne. Par contre, quand un écrivain franco-algérien est emprisonné en Algérie, ce que je déplore personnellement, Boualem Sansal, là, tout le monde pleurniche, on géniardise autant qu'il est possible, sont des jérémiades à n'en plus finir. Mais quand un homme, on en pense ce que l'on en veut, cet historien, mais sérieux, cet homme plutôt honnête, qui s'appelle Vincent Renoir, est emprisonné pendant 1 an et demi ou presque en Écosse avant d'être extradé en France. Là, personne ne dit rien, personne ne souffle mot. Ça en dit long quand même à la fois sur notre cléricature, je parle de notre clergé, celui qui a vidé les églises de France, bien plus que l'islam, bien plus que le wokisme. Le clergé est un immense coupable. Notre classe médiatique, notre intelligentsia, et je dirais même notre intelligent, je ne sais pas quoi, sia, mais avec des S. Nos hommes politiques, nos grandes personnalités, nos autorités, voilà, c'est le mot que je cherchais, nos autorités morales, tout le monde a fermé son bec, mais par contre, quand il s'agit de Boualem Sansal, tout le monde pleurniche à qui mieux. Voilà, alors je reviens à Notre-Dame. Notre-Dame, le jour où Notre-Dame a flambé, comme par hasard, M. Macron devait prononcer un grand discours sur les gilets jaunes. Il n'a pas eu à le faire, mais comme souvent dans ces cas-là, il y a un événement, une tragédie, un drame quelconque qui intervient au moment où des décisions politiques majeures doivent être prises. Et contrairement à ce que l'on pense, la tragédie de Notre-Dame, même si elle est aujourd'hui apparemment réparée, on pourrait y revenir, apparemment réparée, n'est pas une affaire anecdotique. Nous avons failli avoir, symboliquement parlant, mais les symboles sont plus
important, plus puissant que tout, une sorte de 11 septembre à la française, puisque la charpente ayant cramé, ayant flambé en quelques heures, les murs auraient dû s'effondrer. Donc Notre-Dame ne devrait plus exister. S'il y a un miracle, c'est le fait que Notre-Dame existe encore. Et Notre-Dame, c'est le symbole, au fond, le symbole spirituel, le symbole, la clé de voûte. C'est une sorte de clé de voûte de la société française, de sa haute culture. Je ne dis pas de sa civilisation. La civilisation, elle se pense à l'échelle européenne, de sa très haute culture, de son passé, de son héritage, de sa foi, de ses racines. Et je pense qu'on a échappé de peu. D'ailleurs, beaucoup ne s'y sont pas trompés et qui intuitivement ont pleuré à chaudes larmes devant ce spectacle, sauf M. Macron qui est arrivé sur les lieux, bras dessus, bras dessous, copain comme cochon, cul et chemise avec son Premier ministre, qui je crois, si je ne me trompe, était M. Philippe, un homme qui prétend peut-être à lui succéder. M. Philippe et tous les deux hommes étaient goguenards, on voit bien ce qu'ils ressentaient au fond d'eux-mêmes. Donc la clé de voûte menaçait de s'effondrer et l'édifice France, pas l'édifice Notre-Dame, qui était le symbole, qui en était le symbole, et M. Macron, lui, se réjouissait, arrivait, encore une fois, copain comme cochon, avec son Premier ministre de pacotille. Vous pensez quoi de la nouvelle Notre-Dame, puisqu'elle est... J'en pense le moins grand bien. C'est désincarné, c'est lumineux. La pénombre qui régnait autrefois, qui correspond d'ailleurs à l'architecture médiévale, la lumière arrivant par les vitraux, une lumière irisée, une lumière polychrome, mais la pénombre appelle la prière, le recueillement, la concentration. Là, on n'en a pas fait tout à fait à Disneyland, mais presque. Je rappellerai que la femme, je peux pas la qualifier d'artiste, c'est impossible, qui a designé, c'est-à-dire dessiné, conçu les chaises, la chaisière de Notre-Dame, est une femme qui a illustré le Kama Sutra. Alors, je n'ai rien contre le Kama Sutra, c'est amusant, mais c'est c'est pas un récit, c'est une description érotique. On peut pas tout mélanger, il faut pas mélanger les genres, puisqu'on nous parle de genre et de confusion des genres de nos jours. On parlait pour les vitraux qu'il s'agirait de remplacer, qui n'étaient pas endommagés, de faire appel à M. Buren, l'homme des colonnes du Palais Royal, les colonnes en pyjama rayé. Je veux bien, mais nous assistons véritablement à une désacralisation du lieu. Le maître-autel, je crois que c'est un bloc, une sorte de bloc. Derrière, ce qui abrite le Saint-Sacrement, là aussi, difficilement qualifiable, c'est de l'art moderne. Mais l'art moderne n'a rien à faire avec la foi. La foi, elle est vieille de 2000 ans, de 21 siècles très exactement. On va fêter bientôt la naissance du Christ, puisque Noël, c'est la naissance du Christ. Et nous parlons aujourd'hui, le jour même de la fête du Père Noël. Le Père Noël, c'est Saint Nicolas, c'est pas le Christ, celui qui apporte des cadeaux, qui apporte la résurrection et la vie, c'est Saint Nicolas pour les petits-enfants, que les Américains appellent justement Santa Claus, Saint Nicolas. Et puis par des dégénérescentes, on l'appelle Santa. Et il faut dire que le Père Noël que nous voyons est une invention de l'industrie Coca-Cola qui date des années 30. C'est eux qui ont inventé le personnage que nous, dégénérés, déculturés, acculturés, je dis bien dégénérés, hein, on peut le dire, nous appelons aujourd'hui le Père Noël. Eh bien, c'est bien triste. Saint-Nicolas qui est encore fêté dans les
chez les populations germaniques, c'est-à-dire on commence à la Lorraine, en Alsace et en Allemagne, et est un grand saint, c'est le saint des petits-enfants, celui qui va les chercher dans le saloir et qui reprend les morceaux découpés par un boucher un peu ogre sur les bords, comme dans les contes de Perrault, va leur redonner la vie. Quand j'étais enfant, on mettait dans la cheminée ou ce qui en tenait lieu, on mettait des chaussons, on mettait une carotte pour l'âne de Saint-Nicolas, on mettait du sucre. Et au matin, c'était une grande joie de trouver les petits présents que nous avait laissés Saint-Nicolas et son âne, son cher âne. Il y avait un peu de magie, il y avait un peu d'enchantement dans ce monde. Mais maintenant, à contrario, on va apprendre aux enfants comment pratiquer la sodomie ou la fellation ou le cunnilingus dès l'âge de 3, 4 ans, 5 ans, puisqu'il ne faut plus leur apprendre à lire, à écrire et à comprendre le monde, mais il faut leur apprendre comment s'entrebaiser. Oui, Notre-Dame, donc, est en partie désacralisée, mais ce n'est pas un phénomène isolé. Il faut voir que de nombreuses églises en France qui ont été profanées, souillées, mutilées, voire incendiées, sont réhabilitées, reconstruites sur des modèles quasiment maçonniques, dépouillés comme dans un temple calviniste. Il n'y a plus que des symboles. Le Christ n'est plus descendu de sa croix. Il y a des croix qui sont nues, qui sont vides. La foi est devenue abstraite, ce qui n'est pas en fait notre foi. Et il faut bien penser que la reconstruction, la reconstitution de Notre-Dame a été pensée dans un vaste ensemble commercial, puisque Notre-Dame draine des millions de visiteurs et que le commerce aujourd'hui n'est pas loin, il est même extrêmement proche. C'est pour ça que, sans aller jusqu'à dire que Notre-Dame est appelée à devenir une sorte de Disneyland, nous n'en sommes pas si éloignés que cela. Voilà, Notre-Dame. Payer l'entrée d'ailleurs. Oui. Quand j'ai voulu aller dans une synagogue à La Havane, on m'a tendu la sébille en me demandant de payer. Donc j'ai tourné les talons. J'ai dit je ne paye pas pour entrer dans un lieu de culte, soi-disant la maison du Seigneur. Mais il faudrait savoir encore de quel Seigneur il s'agit. Et donc, en fait, Notre-Dame, ils en ont fait, pas tout à fait, mais pas loin, une sorte de coquille vide. Je me souviens que dans le 37 Sud, je crois, il y avait une plaque commémorative pour Monseigneur Lustiger. Lorsqu'il est décédé, une assemblée s'est réunie sur le parvis pour chanter le Kaddish, donc la prière des morts, mais la prière des morts hébraïque. Et sur cette plaque commémorative à l'intérieur de Notre-Dame, il était bien mentionné que Monseigneur Lustiger, je voulais qu'il était né juif, qu'il était mort juif, et qu'il était descendant du grand prêtre Aaron, qui était le frère de Moïse, et dont le legs, l'héritage, a conduit tout droit à cette filiation de la Kabbale. La Kabbale a abouti au XVIIIe siècle, avec sa bataille Séville, et puis plus tard Jacob Frank, à promouvoir des sectes qui passaient de l'islam au judaïsme, et du judaïsme au protestantisme de façon extrêmement aisée, facile, qui se sont mêlés, mariés, qui ont fusionné avec les plus hautes classes de la société, avec l'aristocratie, dont le grand théoricien de la géopolitique, M. Brzezinski, est certainement l'un des descendants. Sa famille immigré au XIXe siècle en Amérique était apparemment franquiste, apparemment, hein. En tout cas si l'on en croit certains ouvrages férus sur la question.
Et donc, quand même, Aron a été, l'affiliation, la descendance d'Aron a abouti à cette théorie très extraordinaire qu'on trouve développée dans le dernier ouvrage de Gershom Scholem, le messianisme judaïque, sur la rédemption par le péché. Notre-Dame fait partie du péché, du péché sociétal, du péché civilisationnel. Il faut abolir, le marxisme l'a bien dit, il faut faire tabula rasa, faisons table rase du passé pour reconstruire un monde nouveau, un homme nouveau, ce que veut la big tech de la Silicon Valley, ce que veut également le Forum économique mondial avec son agenda 2030. Oui, Emmanuel Macron a bien dit devant des caméras qu'il fallait, pour pouvoir tout reconstruire, d'abord tout détruire. Ça semble, les bombes ne cessent de tomber depuis un siècle, depuis qu'on a inventé l'invention et les super canons, les bombes ne cessent de raser les villes. Que dire d'autre Notre-Dame symbolise aussi Marie. Vous avez dans le chœur, vous avez deux statues, alors je les ai aperçues, je pense qu'elles sont là, elles n'ont pas été touchées. Là aussi c'est miraculeux. Vous avez Louis XIII à genoux, et en face son fils Louis XIV. Louis XIII avait voué la France et Notre-Dame avait voué la France à la Vierge Marie si elle lui donnait un héritier, parce qu'il n'y avait pas d'héritier à la couronne. Et après 20 ans d'échecs, Louis, Dieu donné par Dieu, c'est le nom de Louis XIV, est arrivé. Et donc Louis XIV fait face à son père. La voûte s'est écroulée, mais a épargné le maître-autel et a épargné ces deux statues qui, je crois et je l'espère, à ma connaissance, elles sont toujours là, bien que les caméras soient extrêmement évanescentes, elles passent, on n'arrive pas à voir, et comme je ne dirais pas ces jours-ci à Notre-Dame, je n'en ai pas la certitude absolue, mais donc Notre-Dame, c'est pour ça que je disais, est le symbole même de la France. Si Notre-Dame avait été détruite, c'était pire encore peut-être, symboliquement parlant, pire qu'un 11 septembre, où la verticalité américaine, la verticalité de la dominance américaine, de l'hégémonie américaine, ont été abattues. 3 tours avec 2 avions, ne jamais oublier. 3 tours, 2 avions. 3 tours, 2 avions. Comprenne qui voudra, qui pourra, et qui voudra. Qui voudra surtout. Qui voudra. En parlant de verticalité, c'est quand même plus important que la Tour Eiffel. Oui. La Tour Eiffel devait être démolie. Elle n'a été sauvée que parce que c'était une antenne radio. C'était une belle réussite d'ingénierie et de métallurgie. C'est un édifice extrêmement intelligent. Alors, Eiffel a été certainement un très bon chef d'orchestre, mais il faut saluer le génie des ingénieurs français, comme il faut saluer le savoir-faire des compagnons du Tour de France, les 500, 600 qui se sont réunis, qui ont été réunis pour reconstruire Notre-Dame dans un délai là aussi tout à fait miraculeux. Alors je note au passage que des voix sont élevées pour déclarer le côté monstrueux de ces équipes de reconstruction qui étaient beaucoup trop blanches. Elles n'étaient pas diversifiées. Mais personne, parmi les nouveaux Français, ne sont interdits de suivre le cheminement, le parcours initiatique des compagnons du Tour de France. Personne. Qu'ils y aillent. On ne demande que ça. On ne demande que ça. Mais voilà, donc c'était blanc, et donc si c'est blanc, c'est pas bien. Mais ce sont des blancs qui ont reconstruit Notre-Dame.
Quant à M. Macron, M. Trump s'est fendu, mais M. Trump est loin, a dit qu'il fallait rendre grâce à M. Macron pour cette œuvre, ce chef-d'œuvre. C'est l'une des rares choses dont la présidence Macron puisse se prévaloir, sauf que M. Macron n'y est pour rien. Ce sont des fonds privés qui ont afflué. La gestion d'ailleurs de ces fonds n'est peut-être pas d'une parfaite, pour l'instant encore d'une parfaite transparence, mais M. Macron a laissé faire. Même j'ai eu le sentiment, lorsque j'ai vu M. Macron avec sa femme sans le petit hijab, c'est-à-dire le petit fichu de rigueur, de tradition et de rigueur, visiter Notre-Dame avec la femme Hidalgo, on peut dire la femme Hidalgo, elle aussi tout aussi échevelée, que M. Macron était comme le criminel qui revient sur les lieux du crime. Alors M. Macron n'est pas l'homme qui a acheté les 3 mégots qui ont enflammé la charpente de Notre-Dame, c'est certain, mais il a créé l'ambiance, le climat qui permettait tous les excès, tous les débordements et tous les attentats. L'incendie de Notre-Dame est un attentat. Nul n'en doute, personne n'en doute, personne ne peut en douter. On se demande et demandons d'ailleurs, faisons tourner les tables et appelons l'esprit du général Gorgelin qui a été chargé au démarrage du chantier de reconstruction et pourquoi et comment il a disparu si soudainement. Alors qu'il était en pleine forme. C'était un homme âgé mais en pleine forme. Absolument. Et d'ailleurs on a bien vu rire M. Macron avec Édouard Philippe le jour de l'incendie. C'est ce que je disais tout à l'heure. Oui, je pense que c'est un point qu'il ne faut pas oublier. M. Macron devait accorder peu d'importance à la valeur emblématique de Notre-Dame, de cette clé de voûte, de ce centre de gravité spirituelle du pays, puisque pour lui, nous avons des vidéos qui nous disent mais il ne faut plus parler de Paris sur la Seine, il faut maintenant s'occuper du bassin du Congo. Autrefois on avait dit la Corrèze avant le Zambèze, mais maintenant c'est vraiment le Zambèze avant tout le reste. Vous parliez de Trump, il va bientôt venir en France. Justement, pour l'inauguration, la réouverture, la réinauguration, le mot est atroce, je le retire. Je pense que ça mériterait d'ailleurs une cérémonie d'expiation collective. Aujourd'hui, on va réouvrir les portes de Notre-Dame, mais avec quel clergé, quelle cléricature, devant quelle population, et pourquoi dans une France qui est totalement déchristianisée, je n'ai pas dit décatholicisée, mais déchristianisée tout court. Vous attendez beaucoup de la présidence de Donald Trump ? Écoutez, wait and see, qui vivra verra. À l'extérieur, nous pouvons avoir des craintes raisonnables, vu ses engagements, vu ce qu'est l'Amérique judéo-protestante, c'est-à-dire un peuple qui est en grande partie sous l'influence vétérotestamentaire, c'est-à-dire de l'Ancien Testament. M. Trump est filmé, photographié régulièrement avec le drapeau israélien. Évidemment, il ne s'agit pas de dénigrer l'État hébreu, mais on peut quand même avoir d'extraordinaires réserves, d'extrêmes réserves à l'égard de la politique actuelle, qui est une politique, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Cour internationale de justice, repris ensuite par la Cour pénale internationale, qui est une politique à caractère génocidaire, qui a débordé sur le Liban, qui malgré le cessez-le-feu se poursuit sur le Liban, et maintenant ça a gagné la Syrie. Où les choses s'arrêteront-elles, nul ne le sait. Alors, on peut mettre quand même dans la balance l'espoir que M. Trump, qui est un homme qui veut la paix, et c'est vrai, ça on peut le croire,
mettra les moyens nécessaires en œuvre pour obtenir la cessation des massacres et des carnages qui sont en cours, aussi bien en Ukraine, au Levant ou ailleurs. Maintenant, sur le plan intérieur, je pense que M. Trump sera favorable à la nation, je dis bien à la nation américaine, quelle que soit sa couleur, sa confession, ses origines culturelles ou autres, et même sur le plan sanitaire. L'Amérique est devenue une nation malade, obèse en grande partie. Donc Robert Kennedy, ce vil conspirationniste, anti-vax et compagnie, ce mythomane, pourrait peut-être faire comme Al-Nosra aux yeux de M. Fabius, faire du bon boulot. Voilà, et quand M. Trump a dit, je ne sais pas comment ça a été traduit, mais il a dit à propos de M. Macron et Notre-Dame, il a fait du bon boulot. M. Macron n'y est pour rien, et donc nous ne l'en remercierons pas. Maintenant, donc, il faut voir ce que M. Trump va faire. Il y a des signes positifs, des signes beaucoup moins favorables, beaucoup moins encourageants. Toujours est-il qu'apparemment il a l'intention de s'attaquer au wokisme, qui est une maladie de l'âme, une maladie spirituelle, une gangrène même. C'est une maladie, je n'irai pas jusqu'à parler de tendance sataniste ou satanique. Toujours est-il que si M. Trump est présent samedi prochain à la réouverture de Notre-Dame, c'est un signe positif. Cet homme, quel que soit son passé, quelles que soient ses fantaisies, c'est un homme qui aime les femmes. Bon, c'est un homme tout court. Laisse une place, et une place importante, à la transcendance et à la spiritualité, au sacré. Et ça, il faut lui en rendre grâce. Pour finir, ce MAGA, ça veut dire Make America Great Again, faire de l'Amérique à nouveau un grand pays, ça peut avoir quelles répercussions sur l'Hexagone, ce petit timbre-poste? Je vais vous faire une réponse bateau, banale. L'Hexagone, l'Europe suit en général l'Amérique, mais avec un temps de retard. Alors il y a des signes positifs, c'est que apparemment les forces souverainistes ont le vent en poupe en Europe. On le voit bien, le chancelier allemand Scholz est sur le siège éjectable. En janvier, février, sa mandature devrait s'achever, et avec elle celle de la social-démocratie. Nous avons des élections en Roumanie qui pourraient amener des souverainistes pro-moscoutaires aux affaires, mais nous l'avons, je crois que c'est en Slovénie aussi, enfin un peu partout, en Slovaquie, pas en Slovénie mais en Slovaquie, un peu partout, il y a les peuples se réveillent, tout simplement comme aux États-Unis, parce que les peuples se rendent compte qu'ils sont au bord de l'abîme avec une épée dans les reins et qu'ils ne veulent pas mourir. Donc c'est un réflexe de survie, c'est l'instinct de conservation qui joue. Alors j'espère qu'il jouera à plein. C'est là ce que je peux dire de mieux et de pire à la fois. Un grand merci Jean-Michel Vernochet. Merci à vous, merci à toutes et à tous. À très bientôt.